Bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire. Je suis Eliana Morera, je travaille au sein du cabinet Intis et je suis en charge de l'offre IBM Data Science. Nous avons un partenariat exclusif avec IBM et je suis aujourd'hui avec Serge Retowski. Serge, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous et à toutes, Serge Retowski, je travaille chez IBM principalement sur les technologies logicielles, d'intelligence artificielle, de data science et de machine learning. Nous allons donc démarrer notre séminaire. À la fin de ce séminaire, vous pourrez poser vos questions. Serge? Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de regarder quelques perspectives sur la thématique de la data science dans un premier temps, et dans un second temps, de voir dans quelle mesure l'offre logicielle IBM permet de répondre à ces enjeux de data science. Nous verrons également quelques illustrations de la plateforme IBM Watson Studio qui offre aux entreprises et organisations la possibilité de réaliser leurs analyses de machine learning et de deep learning. L'analytique peut apporter une valeur ajoutée à tous les services de l'entreprise. Effectivement, la data science, elle ne concerne pas qu'une seule industrie, ni une certaine problématique. Bien sûr, elle va permettre principalement et historiquement de répondre à des problématiques autour du client. On parlait de CRM analytique il y a quelques années pour mieux connaître son client, quel que soit le secteur, que ce soit dans la banque, la finance, l'assurance ou dans le domaine des télécommunications, pour lutter par exemple contre le churn, à savoir comment faire pour disposer de leviers intelligents pour réduire le taux de désabonnement de mes clients. Dans le domaine de la finance, bien sûr, il y a différentes problématiques qui peuvent être utilisées pour optimiser par exemple les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement. Dans le domaine de l'industrie ou de la maintenance prédictive, effectivement, différentes problématiques peuvent clairement être adressées par la data science. Sans parler bien évidemment de la gestion du risque et de la lutte contre la fraude qui concerne différentes industries et qui permet effectivement de gérer à la fois le risque opérationnel et de lutter contre la fraude ou le gaspillage des ressources. L'analytique peut être utilisée donc dans différentes problématiques et ce que je vous propose, c'est de regarder quelques cas concrets de déploiement de l'analyse prédictive dans différentes entreprises et organisations. Dans le cas de ce projet, les équipes IBM ont mis à la disposition de ce client une technologie logicielle basée sur des modèles prédictifs autour des technologies IBM SPSS, avec la mise en œuvre également de mécanismes d'optimisation s'appuyant sur les technologies IBM comme Simplex. Le gain attendu sur ce cas concret, c'est plus de 1% sur l'OTIF. L'OTIF, c'est une métrique de qualité principalement utilisée en supply chain, donc on time in full. Ça permet vraiment de s'assurer que les performances sont obtenues de manière à mieux gérer ses stocks. Ce gain ici est particulièrement important. 1%, ça ne semble pas très gros, mais effectivement, sur ce type de problématique, ça se traduit concrètement par des économies clairement substantielles. Ces résultats obtenus ont été obtenus grâce à la mise en œuvre de technologies IBM et également de développement open source s'appuyant par exemple sur des langages de programmation comme Python. Un autre exemple, dans le domaine de la maintenance prédictive, chez Airbus, tout le monde connaît Airbus ici, tout le monde ne sait pas forcément que les opérations de maintenance préventive ou prédictive sont particulièrement onéreuses puisque l'immobilisation d'un avion, c'est pas complètement neutre en termes de chiffre d'affaires, bien évidemment, et en termes d'indisponibilité de l'avion si jamais les opérations de maintenance n'ont pas correctement été anticipées. Ici, nous ne sommes pas sur une problématique client, nous ne cherchons pas à analyser des données issues de transactions, nous avons clairement des données issues de capteurs qui équipent les différents avions, de comptes rendus de maintenance qui combinent à la fois des données structurées et non structurées, tels que des rapports de maintenance, et l'exploitation de l'ensemble de ces données, à la fois données structurées et données non structurées, a permis à Airbus, effectivement, de gérer ses actions de maintenance juste à temps, de manière à pouvoir optimiser son parc d'avions et de limiter les pénalités éventuelles liées à l'immobilisation d'un avion. Les technologies utilisées sont celles d'IBM, technologie DB2 pour stocker les différentes informations en s'appuyant sur cette technologie de base de données, l'utilisation d'un outil comme SPSS Modeler d'IBM pour gérer ces différents modèles prédictifs. Ils se sont également appuyés sur des technologies open source comme R, qui est un langage particulièrement utilisé dans le domaine de l'open source
tout ce qui est traitement statistique. Et un certain nombre d'applicatifs ont été développés par une intégration en Java. Un autre domaine, cette fois sur une problématique de lutte contre la fraude, ProBTP a utilisé les technologies IBM et le savoir-faire IBM en tant qu'accompagnement et service à l'aide des équipes IBM Global Business Service pour concevoir effectivement une plateforme de lutte contre la fraude, s'appuyant à la fois sur la détection d'anomalies. Une anomalie n'est pas forcément à l'origine d'un caractère frauduleux, ça peut être une présomption, mais ça permet rapidement aux équipes de ProBTP de pouvoir identifier, en utilisant des approches statistiques, des transactions potentiellement frauduleuses, et se sont également appuyés sur des modèles prédictifs avancés, comme les arbres de décision, qui sont capables d'identifier des professionnels de santé suspects ou des transactions potentiellement suspectes. Bien évidemment, les équipes risques de ProBTP vont analyser plus finement les résultats issus de l'analyse prédictive, mais l'analyse prédictive réalisée avec les technologies IBM ont permis, dans ce cas précis, d'obtenir des retours sur investissement assez importants, puisque 14 millions d'euros en gains potentiels ont été obtenus suite au déploiement de la solution d'analyse prédictive d'IBM. Un petit exemple, cette fois, qui s'appuie sur l'IoT. L'IoT, c'est l'Internet des objets, c'est la capacité à utiliser des capteurs sous la forme de sondes, des capteurs qui permettent de récupérer des données en temps réel ou de manière asynchrone, mais qui permettent d'avoir très rapidement des informations qui vont pouvoir être centralisées, stockées dans des bases de données, mais bien évidemment être analysées pour répondre à certaines problématiques. Dans ce cas précis, on était dans le monde du luxe. Il s'agit ici d'une maison de champagne qui a installé des capteurs sur les tracteurs des vignerons et un certain nombre d'informations telles que les coordonnées GPS du tracteur ainsi qu'un certain nombre d'informations au niveau des parcelles sont analysées, traitées manuellement et dans un premier temps ayant permis d'être automatisées en s'appuyant à la fois sur le savoir-faire d'IBM mais surtout sur l'accompagnement d'IBM à aider le client en l'occurrence à réaliser effectivement ici ces analyses de prédiction. Une analyse de data science, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Il y a bien sûr une démarche qui va permettre effectivement aux entreprises et organisations que nous venons d'évoquer à l'instant de pouvoir répondre à leurs problématiques. Bien sûr, il s'agit d'outils. Les outils vont être des facilitateurs, mais les outils, ça ne fait pas la différence. Il y a bien sûr le savoir-faire de la personne ou des personnes qui vont utiliser les outils. Et il y a bien sûr tout un ensemble de démarches qu'il faudra s'assurer, qu'il faudra mettre en œuvre de manière à pouvoir effectivement capitaliser sur les déploiements des analyses prédictives. Comme vous le voyez sur cette diapositive, sans données, il n'y a pas d'études, c'est évident. La plateforme va vous permettre, la plateforme IBM de Data Science va vous permettre d'accéder à vos données, qu'elles soient stockées dans votre environnement. On parlera de données on-premise, donc de données sur site. Les données que vous pouvez avoir sur vos clients, sur la forme de base de données relationnelle par exemple, ou sur la forme de fichiers de type Excel. Ça peut être aussi le support de données d'entreprise qui sont stockées dans des technologies cloud, mais ça peut être aussi des open data, si toutefois tu as l'information d'open data, des données météo, des données économiques par exemple, ont de la pertinence pour votre problématique. Donc l'accès aux données est capital. Qui dit données dit forcément des données pas toujours très propres, pas toujours intelligibles, sans aucun doute pas prêtes à l'analyse. Et l'exploitation de ces données et la préparation des données s'avère une étape capitale, puisqu'il faudra forcément valider les données, s'assurer qu'elles sont correctement renseignées et bien sûr pouvoir valider l'absence de données atypiques ou de données qui n'a pas de sens ici dans la problématique. La construction des modèles va nous aider effectivement à réaliser nos analyses de prévision ou de lutte contre la fraude ou sur d'autres problématiques, de répondre à d'autres enjeux. Donc effectivement, le machine learning, ce n'est pas que cette phase de construction de modèles. Les data scientists vont forcément passer pas mal de temps sur cette phase, sachant qu'une grosse partie du temps va être quand même consacrée à l'exploitation des données et à la préparation. Le déploiement reste quelque chose de capital. Faire un modèle
sur son poste de travail, ne pas le déployer, ça n'apporte pas grand-chose. Il faut le généraliser, il faut le diffuser. Et une fois qu'on a généralisé ou diffusé ces analyses, il faut bien sûr s'assurer de la qualité et de la performance des modèles qui ont été déployés dans votre plateforme. Alors concrètement, le défi des data scientists sont multiples. Le data scientist, c'est quelqu'un qui va analyser ces données, les préparer, les modéliser, parfois même les déployer, même s'il va travailler de concert avec des profils de type développeur d'applications, des personnes qui connaissent très bien le système d'information de l'entreprise et vont pouvoir le déployer, ou vont concevoir les applications mobiles si toutefois le résultat de l'analyse prédictive a comme finalité d'être embarqué dans une application de type smartphone ou tablette. Il y a un travail de concert entre plusieurs personnes. Et donc, le défi des data scientists, c'est bien sûr, dans un premier temps, s'assurer que les données soient disponibles et de qualité. Il va utiliser différentes technologies. Généralement, en data science, on n'utilise pas une seule technologie. Bien évidemment, on n'utilise pas qu'une seule base de données ou un seul langage de manipulation de données. On va utiliser une pléthore d'outils, soit pour s'assurer de la qualité des données, soit pour les transformer, soit pour les modéliser ou pour les déployer. On va collaborer, bien évidemment. L'intérêt d'une plateforme, c'est bien sûr de ramener autour de la table différents profils différents. À la fois l'expert métier qui connaît bien ses données, le responsable des études marketing, par exemple, qui connaît bien sa base client, qui connaît bien les tendances du marché. Le data scientist, qui est un expert dans son domaine en statistiques et en mathématiques. Et, par exemple, le développeur d'applications, qui, lui, est à l'aise avec les langages de programmation pour assurer le déploiement des analyses. Ces différents profils, il faut les amener autour de la table, autour de la plateforme, et c'est ce que permet notre technologie logicielle. On regardera comment déployer les applications, et à partir du moment où on a une plateforme, bien sûr, il y a une phase de gestion, de configuration, d'administration qui est à prendre en compte pour s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de ces composants. Alors, les data scientists, ils vont pouvoir, à l'aide de la technologie de data science IBM, qui s'appelle Watson Studio, par exemple, gérer leurs données. Ils ont différents connecteurs, sans entrer dans les détails, que les données soient issues des laboratoires IBM ou issues d'autres technologies. La plateforme vous permettra d'accéder à différentes données, qu'elles soient on-premise ou sur le cloud, qu'elles soient internes ou externes, qu'elles soient de la marque IBM ou de concurrents. La plateforme permet d'accéder à ces différentes données. C'est donc bien évidemment multisource et multiformat à la fois. Pour gérer les données, quand on a une seule base de données ou une seule source, c'est assez simple. On comprend bien les choses. Maintenant, c'est jamais comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a des systèmes hétérogènes. On a des données qui peuvent être des données externes. On a des données structurées et puis de plus en plus de données non structurées. Eh bien, face à cette avalanche de données et à cette multiplication de formats, c'est difficile de s'y retrouver. C'est la raison pour laquelle, si on souhaite mettre un peu d'ordre dans tout ça et assurer une certaine gouvernance des données, nous proposons dans la plateforme un composant qui s'appelle IBM Data Catalog, qui, comme le nom l'indique, est un catalogue de données. Ça permet de référencer les données d'une façon assez simple. On masque la complexité technique, on la simplifie en rajoutant une couche logique qui permet de voir le nom des données, de les documenter éventuellement, quelle que soit l'origine d'ailleurs des données, c'est complètement masqué, et on va disposer de dashboards ou de tableaux de bord qui vont nous aider à regarder la vie de ce catalogue, parce que bien évidemment, les données, à un moment, on va les historiser, on va avoir de nouvelles sources de données, la donnée sa vie au quotidien, et bien sûr, il peut être intéressant de voir comment le catalogue évolue. Donc le catalogue, c'est quelque chose d'important qui va permettre de masquer toute la complexité technique sur les données et de pouvoir simplifier l'accès à la donnée, même un utilisateur qui n'est pas un expert des systèmes d'information, qui pourra être un chargé d'études marketing par exemple, eh bien il pourra plus facilement retrouver ces données et commencer à les manipuler. Alors pour les manipuler justement ces données, il y a différentes technologies. Il n'y a pas qu'une seule interface pour faire cela, et du fait de multiplier les différents profils autour d'une plateforme, eh bien, ça multiplie un peu les interfaces, même si toutes ces interfaces vont se parler entre elles et elles partagent des informations communes au sein de cette plateforme. Il y a une unification des composants. Les data scientists, historiquement, vont utiliser différentes technologies et on va les regarder. Parmi ces technologies,
Vous allez retrouver des technologies open source, si vous êtes familier avec les notions de notebook Jupyter, par exemple, de Python et de R, vous allez retrouver effectivement ces termes dans le cours de la présentation. Cela permet de s'assurer que les data scientists vont retrouver leur outil de prédilection. Et vous allez aussi retrouver des technologies spécifiques IBM pour offrir soit un peu plus de confort, soit des performances qui ne sont pas disponibles dans le monde de l'open source. Pour préparer les données, IBM a justement développé des interfaces techniques dédiées à la préparation de données. Le composant s'appelle Data Raffinery. Comme le nom l'indique, ça permet de raffiner les données, de transformer la donnée brute en donnée exploitable par la personne. Et pour cela, je vais pouvoir, depuis une interface graphique simple d'utilisation, sans programmer, sans coder, sans connaître ou maîtriser un langage de programmation, réaliser mes actions d'exploration de données. C'est la raison pour laquelle je peux regarder les distributions, avoir des statistiques descriptives, s'assurer que les données sont conformes à ce que je souhaite obtenir, et je vais pouvoir, à partir de là aussi, consolider mes données, regrouper plusieurs sources en une seule, faire des opérations qui peuvent être relativement complexes, mais essayer de le faire de la manière la plus simple qui soit depuis ce type d'interface graphique. Pour faire le machine learning, il y a différentes approches. Soit on a une approche de type codage, soit on a une approche de type presse-bouton. L'approche codage, ça veut dire que les data scientists qui ont une âme de programmeur vont pouvoir plus facilement s'identifier dans l'exploitation d'un langage de programmation. Et c'est la raison pour laquelle on offre dans la plateforme de machine learning d'IBM la possibilité d'exploiter des notebooks. Un notebook, c'est quoi? C'est un document interactif, un peu comme un traitement de texte, où on peut documenter ce que l'on fait. On met du texte, des titres, des sous-titres, des images, éventuellement des vidéos. Mais l'intérêt d'un notebook, c'est pas faire du traitement de texte, bien évidemment, c'est de pouvoir intégrer un langage et d'avoir les résultats de ce langage au sein du même document. Donc, nous supportons les notebooks Jupyter. Cela permet d'offrir aux data scientists la possibilité de faire du Python, du R ou du Scala directement dans l'environnement. Les spécialistes de R vont pouvoir, s'ils le souhaitent, utiliser RStudio, qui est un IDE pour faire du R. Alors, un IDE, c'est un environnement de développement intégré. C'est une interface spécifique, bien connue dans le monde de l'open source, pour développer, coder directement en langage R. En complément de cette approche de programmation, IBM propose des interfaces presse-bouton pour les clickers. Alors, les clickers, c'est quoi? Ça sera un utilisateur qui ne connaît pas forcément les langages de programmation que j'ai évoqués, mais qui va s'appuyer sur des interfaces graphiques. Et l'interface graphique, elle va l'aider, par exemple, pour rechercher automatiquement son meilleur modèle en quelques clics. Donc, il existe dans l'outil une fonctionnalité de modélisation automatique, où il existe une fonctionnalité également qui s'appelle SPSS Modeler. J'ai évoqué tout à l'heure le nom du produit dans les quelques références. C'est un outil historique IBM qui a l'avantage de pouvoir faire ses analyses de data science sans programmation. Maintenant, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de boîte noire. On va utiliser des fonctions que l'on va combiner entre elles pour faire un flux de traitement. La différence principale par rapport à une approche de programmation, c'est que je fais du SPSS sans programmer. J'ai une vue plutôt graphique des choses et je peux faire toutefois des traitements très avancés, que ce soit en termes de préparation de données ou de modélisation. Voilà, donc différentes interfaces pour les goûts et les préférences de chacun. La finalité étant de faire bien évidemment du prédictif, donc ce qu'on appelle du machine learning, d'apprendre sur les données du client ou les données du système d'information pour en tirer des modèles pour lutter contre la fraude ou faire de l'acquisition de clients supplémentaires, faire du cross-sell ou de l'upsell dans le marketing ou de gérer sa politique de risque, par exemple. Ici, un exemple de notebook. Donc, je le rappelle pour les data scientists, cet exemple, c'est du code Python. On peut toujours avoir des résultats très graphiques ici pour explorer les données. Maintenant, on est clairement dans une approche quand même programmation. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, ça permet très facilement d'exploiter tout ce qu'offre l'open source au sein de la plateforme IBM. Une autre approche ici, recherche automatique de modèles. Vous voyez que ici, il n'y a pas de code qui apparaît à l'écran. En mode un peu accéléré sur cette animation, l'utilisateur va sélectionner ce qu'il souhaite modéliser. Il a des résultats qui s'affichent à l'écran.
le classement de ces 3 meilleurs modèles et l'application retient automatiquement le meilleur modèle qui pourra ensuite déployer. Hot mode, une interface graphique comme celle d'SPSS que je réalise ou qu'éventuellement quelqu'un d'autre réalise à ma place en utilisant des petites icônes qui vont m'aider à me connecter sur des données, à faire des fusions, à faire des modèles, à déployer les modèles. Et pour cela, j'ai une barre d'icônes qui figure sur la partie gauche de l'écran qui me permet de sélectionner les différents opérateurs qui sont à ma disposition et qui vont me permettre de créer mon analyse. L'analyse, je la sauvegarde et je pourrai la déployer à tout instant. On a parlé de machine learning, on peut également, à l'aide de la plateforme, faire du deep learning. Le deep learning, c'est une approche, on est vraiment dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est très proche du machine learning en termes d'algorithme, c'est radicalement quand même assez différent. L'idée consiste à analyser des données qui ne sont plus forcément des informations dans des fichiers Excel ou dans des bases de données, mais d'analyser par exemple du contenu multimédia, donc du texte, du son, de l'image, de la vidéo. Et de cette manière, je vais pouvoir, en m'appuyant sur des algorithmes assez avancés, à détecter automatiquement le contenu d'une image. Dans des applications de vidéosurveillance, c'est l'exemple que vous avez par exemple en bas. Dans le domaine du marketing, ça peut être par exemple pour identifier les caractéristiques de mes clients en analysant le contenu de leur post Facebook ou Instagram. Dans le domaine du retail, ça peut être aussi l'analyse de la circulation de mes clients et d'analyser leur comportement. Voilà. Ici, on va principalement s'appuyer sur ce type de médias et différentes approches sont possibles, des approches très orientées programmation à l'aide d'interfaces de type Python et des interfaces graphiques, ce qu'on appelle les GUI ou les interfaces machines, qui sont des développements IBM et qui vont permettre plus facilement de faire ces modèles de deep learning et de les déployer. Quand on fait de la data science, à un moment ou à un autre, on va être amené à communiquer ces résultats. C'est la raison pour laquelle nous avons dans la plateforme également un composant qui permet de créer ses propres dashboards ou ses tableaux de bord pour diffuser les résultats de ces modèles, de ces analyses. Et pour cela, l'interface permettrait facilement de créer ces éléments de dashboard en s'appuyant sur différentes représentations graphiques. Comme vous pouvez le voir, je peux avoir des histogrammes, des camemberts, voire de la représentation cartographique si j'ai des données géocodées. Et ça permettrait facilement, depuis une interface web, de créer ces rapports et de les diffuser. Voilà, donc différentes catégories d'utilisateurs, ça nécessite bien évidemment de pouvoir les amener à travailler ensemble. Si la finalité de la plateforme, c'est d'offrir des interfaces pour chacun des utilisateurs sans leur offrir la possibilité de travailler ensemble, ça serait pas bien malin. D'où l'intérêt d'avoir une plateforme collaborative qui aide effectivement ces profils à collaborer, à échanger entre eux pendant toute la vie du projet. Donc pour cela, effectivement, la plateforme permet de gérer les utilisateurs, ce qu'on appelle les collaborateurs. Je peux inviter dans mon environnement une, deux ou plusieurs personnes à travailler sur mon projet et à tout instant, l'administrateur pourra changer les droits ou supprimer des utilisateurs qui ont été invités ou en rajouter. Et de cette manière, ça permet vraiment d'avoir un mode de fonctionnement collaboratif en fonction donc de ce que je décide de partager avec mes collègues. Je vais pouvoir également être notifié automatiquement par email ou par des notifications à chaque fois qu'un utilisateur aura modifié un modèle, aura supprimé un objet qui pourrait être une source de données ou un modèle, ou aura fait évoluer le projet. Donc il y a une logique de collaboration qui permet de partager les assets pendant toute la durée de vie. Et il y a également des fonctionnalités d'interaction via la notion de notification ou de messagerie. Maintenant, une fois que les modèles sont faits, une fois que la collaboration a été mise en œuvre pour créer son modèle, on va le déployer. Alors le déployer, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire le déployer soit en stockant les nouveaux résultats dans les systèmes d'information des entreprises, soit en les déployant sous la forme d'agents conversationnels, des chatbots par exemple, ou des applications que l'on va pouvoir déployer sur iOS ou sous Android, de manière à équiper les smartphones ou les tablettes du marché. Ce que l'on constatait, c'est que effectivement, le data scientist, son domaine d'expertise, c'est vraiment la modélisation des données, la mise en œuvre des modèles qui implique forcément
une phase importante en préparation, transformation de la donnée. Ce n'est pas forcément ces utilisateurs qui vont coder pour déployer les modèles. Là où le développeur d'application, lui, ne va pas intervenir dans la phase de modélisation, ce n'est pas un expert en data science. Par contre, on va utiliser ses compétences pour déployer son modèle, parce qu'il connaît le système d'entreprise. S'il doit déployer une application mobile, un site web, un agent conversationnel, ou déployer une application sur des terminaux de caisse de magasins, il aura tout le savoir-faire dans ce domaine-là. Donc, ces deux profils, bien sûr, la plateforme va les aider à se parler, à collaborer, et de cette manière, ça permet vraiment de s'assurer à ce qu'il n'y a pas de perte entre la phase de finalisation des modèles et la phase de déploiement des modèles. Pourquoi? Parce que la plateforme que nous vous proposons, elle est complètement intégrée. Non seulement elle dispose de toutes les technologies à la fois open source et IBM pour faire ces modèles, mais elle va permettre aussi de les déployer dans l'environnement. Et pour déployer ces modèles, au niveau de l'interface utilisateur, c'est relativement simple. On va pouvoir les déployer suivant différents axes. Je peux les déployer sous la forme de web services. Ça me permet de faire du temps réel. Du temps réel, c'est une fois que le modèle est fait, je le stocke quelque part et je vais le consommer via une couche API REST. Donc, les web services, ça permet tout simplement à la demande de consommer un modèle lorsque je passe en caisse, par exemple, sur le terminal bancaire, de mon conseiller bancaire, par exemple, ou lorsque j'utilise une application mobile, à la demande, je peux avoir des informations qui sont rafraîchies. Je peux déployer de manière asynchrone. Dans ce cas-là, je fais des traitements batch. Toutes les semaines, ma donnée se met à jour, ou tous les jours, ou toutes les 2 heures, hein, en fonction du contexte. Et je peux également déployer mes modèles en streaming. Le streaming, c'est du temps réel, mais sur des fortes volumétries. Les problématiques de maintenance préventive que l'on a évoqué tout à l'heure est un bon exemple, effectivement, où les données de type IoT, les capteurs, on a des données qui peuvent être asynchrones ou parfois des flux en temps réel ou en quasi continu. Et dans ce cas-là, on peut être amené à traiter ces données au fil de l'eau pour lutter contre la fraude ou disposer d'informations complémentaires issues des analyses prédictives. Ensuite, l'interface va générer automatiquement pour le déploiement des modèles de la syntaxe en Scala, en Python, en Java. Ça permet plus facilement aux développeurs d'applications de pouvoir intégrer son modèle dans ses applications, ce qui me permettra, par exemple, d'intégrer les résultats d'un modèle prédictif avec un agent conversationnel. On a tous utilisé des chatbots en se connectant sur un site web, par exemple, pour demander de l'information ou changer des informations ou changer la nature d'un contrat d'assurance, par exemple. On peut imaginer un échange avec un agent conversationnel et une fois que l'agent a collecté un certain nombre d'informations, on peut imaginer la consommation à la demande d'un modèle prédictif. Ici, c'était un chatbot où à la fin, effectivement, par rapport aux informations communiquées, on récupère en temps réel un risque de résiliation pondéré ici avec ce qu'on appelle une probabilité, un score. Et ce résultat, c'est issu d'un modèle prédictif. Donc, il y a bien une phase de développement de l'agent conversationnel qui a été fait ici en utilisant des technologies IBM Watson, comme Watson Conversation, qui a été déployé ici en Node.js sur cet exemple et qui a consommé des données, des résultats de modèles issus de la plateforme IBM. Les modèles, bien sûr, on va les sauvegarder. Quand on n'a qu'un modèle déployé, c'est assez facile de superviser sa qualité. Maintenant, les entreprises, elles font de nombreux modèles pour différentes problématiques, différents sujets. Donc, bien évidemment, concrètement, c'est pas un modèle que l'on va superviser, ça va être des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de modèles. Et si la plateforme n'offre pas de fonctionnalités d'administration, ça va être assez compliqué à gérer. Heureusement pour nous, dans l'environnement IBM, Watson Studio offre une interface de supervision de modèles et on peut descendre au niveau individuel du modèle pour s'assurer s'il n'y a pas de dégradation, de perte de qualité au cours du temps du modèle, parce que si on déploie le modèle et qu'on le laisse vivre, il va forcément perdre de qualité au cours du temps parce qu'il n'aura pas anticipé les comportements récents de nos clients, par exemple. Quelques mots sur l'administration avant d'aborder la partie illustration. Donc, une plateforme, ça s'administre. Pour l'interface d'administration, pour le profil administrateur, il aura à sa disposition des dashboards et une interface dédiée pour suivre, je dirais, la consommation de cette plateforme, les usages au niveau de ces données
et il aura à sa disposition tout ce qui est nécessaire à la fois pour administrer, gérer sa plateforme et la superviser. En ce qui concerne la gestion des compétences, la plateforme offre également un certain nombre de données d'exemples. Alors, ce ne sont pas que des données de type Open Data, mais c'est aussi des publications, des articles, des tutos, des exemples de notebooks. Il y en a un peu plus de 300 dans la plateforme. Alors, ce sont vraiment des exemples. Ça permet, lorsqu'on découvre la plateforme de Data Science IBM, de monter en compétences. Et il y a différents exemples que l'on peut directement consommer pour commencer sa phase d'acquisition des compétences autour de cette plateforme. Cette plateforme, elle est disponible à la fois pour les clouds privés comme pour les clouds publics. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les clouds privés, vous pouvez concrètement installer la plateforme dans votre environnement. Et pour le cloud public, vous êtes dans une logique cloud en mode SaaS, c'est-à-dire que la plateforme sera hébergée dans les data centers d'IBM. C'est IBM qui va s'assurer de la maintenance de la plateforme. Vous achetez un droit d'usage de la plateforme et vous la consommez directement via votre navigateur. Vous pouvez tester gratuitement la plateforme Watson Studio. Le lien qui figure en haut permet de se connecter sur l'environnement et de la tester gratuitement pendant une durée de 30 jours. Rapidement, sachant que vous aurez une copie des diapositives, vous avez également des ressources documentaires qui sont à votre disposition, donc des articles, des publications, mais un peu plus que cela, la possibilité directement d'accéder à la documentation détaillée de l'offre. Vous avez également des cours gratuits qui sont en ligne. Cognitive Class, c'est un site IBM qui contient ce qu'on appelle des MOOC, donc des cours gratuits en ligne sur le web. Ces cours sont très orientés data science, comme le nom l'indique, ou cognitif. Par cognitif, il faut entendre intelligence artificielle. Et vous allez retrouver des cours gratuits pour monter en compétence sur Python ou sur R, ou clairement monter en compétence sur des technologies IBM. Donc, je vous invite, si vous voulez monter en compétence rapidement sur le monde de la data science, à créer un profil gratuit sur cette plateforme et à suivre les cours. Et à la fin des cours, vous avez ce qu'on appelle des badges qui vous permettent de vous certifier, et vous pouvez également éventuellement publier automatiquement ces badges sur vos comptes LinkedIn, par exemple. Je vous propose de regarder directement quelques exemples de manipulation de données et d'analyse depuis la plateforme Watson Studio. Donc, je me suis connecté sur la plateforme Watson Studio. Comme je l'ai indiqué il y a 2-3 minutes, vous pouvez vous créer directement un profil pour tester la plateforme avec toutes les fonctionnalités pendant une durée de 30 jours. Et après identification, vous serez en mesure de vous connecter avec votre profil. Quand vous vous connectez avec votre profil, vous avez une page d'accueil qui non seulement vous souhaite la bienvenue et vous propose des premières actions pour démarrer vos analyses, concrètement pour créer un nouveau projet, transformer vos données, mais vous avez bien sûr le rappel de vos différents projets, de vos différents catalogues, etc. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser la plateforme, soit d'utiliser l'interface graphique, bien sûr, d'utiliser les menus qui permettent d'accéder aux différentes interfaces ou aux différentes fonctions. Et vous pouvez aussi, lorsque vous démarrez, effectivement, accéder à la documentation en ligne ou accéder au guide de démarrage. Je me suis connecté, je peux tout de suite regarder quelles sont les notifications qui sont à ma disposition. Je peux voir, par exemple, que j'ai réalisé ou que des utilisateurs tiers ont réalisé un certain nombre d'actions. Donc, je suis notifié de ce qui se passe sur la plateforme et je vais pouvoir commencer à faire mes analyses. Alors, pour faire une analyse, on va, dans un premier temps, travailler sur de la donnée. Et ce que l'on va faire, c'est regarder déjà la notion de catalogue. Quand j'avais introduit la notion de catalogue, c'était pour illustrer la possibilité de travailler en fait sur des données, sur différentes formes de données au sein d'une entité, d'un objet que j'appelle un catalogue. Un catalogue, c'est un peu comme un dossier dans lequel je vais stocker différentes sources de données. J'ai ici, sur mon poste de travail et pour mon compte, différents catalogues à ma disposition et je vais pouvoir, par exemple, accéder ici à mon catalogue. Le catalogue en question va me permettre d'analyser mes données de churn. J'ai de l'attrition dans mes clients, j'ai des clients qui consomment mes produits et mes services et qui commencent massivement à partir à la concurrence.
je vais essayer de voir quels sont les facteurs qui peuvent être à l'origine et qu'est-ce que je peux faire effectivement pour retenir mes clients. Donc, dans un premier temps, je vais chercher à collecter de l'information sur mes clients. Et ici, je me connecte sur mes catalogues. Vous avez une vision assez logique, assez simple des choses. J'ai plusieurs ici sources de données, comme vous pouvez le voir, et différents connecteurs qui me permettent, par exemple, de me connecter sur des données cloud ou des données qui sont dans une technologie IBM, DB2 en l'occurrence. Donc ici, j'ai une vision de mes données. J'ai un moteur de recherche qui me permet facilement de voir mes différentes données. Je peux voir comment évolue mon catalogue au cours du temps, combien d'actifs ont été rajoutés, combien d'actifs ici sur la partie gauche ont été supprimés. Voilà, donc j'ai des dashboards automatiques, je vois ce qui se passe. Je peux inviter des collaborateurs à partager mes données. Si j'ai des données du marketing qui ne concernent que les données du marketing, eh bien je n'inviterai que le département marketing. Si j'ai des données de nature confidentielle, je vais peut-être inviter qu'un sous-ensemble de mes collaborateurs marketing. Donc voilà, ici, je peux inviter des collaborateurs en leur donnant des droits différenciés. Et ici, j'ai différentes données. Donc, je peux voir, par exemple, que j'ai une base churn, j'ai une base client. Et vous voyez, j'ai ici la possibilité de rajouter ce qu'on appelle des tags, c'est-à-dire des mots-clés pour documenter vos données. Par exemple, si je clique sur le tag confidentiel, je vais visualiser toutes les données qui sont taguées comme étant confidentielles. Si je veux regarder les données clients, je vais cliquer sur le tag client et là, j'ai un peu plus de données. J'ai toutes les données que j'ai taguées ici comme client. Donc, de cette manière, ça permet de donner un peu une vision logique sur des données parce que parfois le nom de la base ou de la donnée ne suffit pas. Et donc, je peux les taguer de cette manière, voire même, par exemple, rajouter des commentaires ou des petites étoiles si jamais la donnée est particulièrement pertinente. C'est peut-être pas le cas ici de mes données système, mes données legacy, parce que forcément une base client c'est intéressant. Et si j'avais par exemple des données de type open data et que je vois qu'elles sont riches d'informations par rapport à la problématique, je pourrais par exemple les taguer ici et leur mettre 3 étoiles ou 5 étoiles et un petit commentaire qui va bien, de manière à collaborer. C'est aussi cette notion ici de commentaire ou de petite étoile, ça permet aussi de partager, de collaborer avec les autres personnes. Et donc là, si je clique sur la base client, eh bien, je vais rentrer dans le détail de ma base, à savoir que je vais visualiser ici ma source de données et je vais pouvoir commencer à faire mes premières analyses. Cette source de données, elle s'affiche ici. J'ai des données clients, un identifiant, un statut, etc. J'ai des informations sur les données. Je peux inviter un collaborateur à partager cette donnée. Ici, il n'y a personne. Je l'ai gardée que pour moi parce qu'elle était de nature confidentielle. Et je peux aussi mettre ma petite appréciation si jamais c'est pertinent. Et en cliquant sur l'onglet Profile, je vais pouvoir disposer d'informations statistiques. Donc, ça me permet tout de suite, très rapidement, de disposer d'informations qui documentent mes données. Une fois que j'ai cette donnée, je vais pouvoir la rajouter en cliquant en haut à droite à un projet. Et donc, un projet, ça va me permettre déjà de centraliser non pas seulement mes données, mais surtout tous mes résultats. Comme on peut le voir ici, j'ai des dizaines et des dizaines de projets. Parfois, je suis tout seul. Parfois, j'ai invité d'autres collaborateurs. Et j'ai créé ici un projet qui contient un certain nombre d'actifs. Donc, je le rappelle, un projet, c'est un peu comme un dossier que vous pouvez avoir sous Windows, dans lequel vous allez stocker des objets, donc comme vous le faites actuellement, en stockant différents types de fichiers. Ici, j'ai invité des collaborateurs. J'ai 15 actifs. J'ai 3 personnes qui se partagent effectivement mes données. Et ici, quels sont les types d'actifs que j'ai? Bien évidemment, j'ai des données, j'ai des notebooks, j'ai des dashboards, j'ai des modèles et j'ai des flux SPSS. Donc ici, j'ai un certain nombre d'objets et de cette manière, je vais pouvoir commencer à faire mes premières analyses. Par exemple, je retrouve ici ma base client. En cliquant directement ici, eh bien, je vais visualiser, comme on l'a vu tout à l'heure, ma base client. Mais je vais faire un peu plus que ça, parce que non seulement je vais visualiser ma base client, mais si jamais je souhaite la transformer, eh bien, en haut à droite, j'ai une fonctionnalité qui va me permettre de raffiner mes données, c'est-à-dire transformer ces données brutes en données consommables. Et là, je vais charger une nouvelle interface et je vais justement pouvoir, sans connaître
un langage, m'appuyer sur l'interface graphique qui a été développée par IBM, qui va me permettre effectivement soit de travailler cette donnée au niveau de la source, soit de combiner d'autres sources de données si jamais je souhaite fusionner d'autres informations. Les données s'affichent à l'écran. Je vais fermer ici les petits pop-up. Voilà. Et ici, je suis en mode édition, interaction sur mes données. Je peux par exemple m'assurer que le revenu ici, à l'aide d'un seul clic, m'assurer qu'il est bien au format décimal et pas au format caractère. Donc, une simple opération m'a permis de faire ça. Je peux refaire la même opération ici sur l'âge. Je veux du décimal. Vous voyez que c'est un simple clic. Là, on fait des choses relativement simples. On peut maintenant, en cliquant sur cette colonne, supprimer les doublons, les valeurs manquantes, changer le type. On peut aussi, en cliquant ici, accéder à un menu qui va me permettre de rajouter une nouvelle colonne à l'aide d'une fonction de calcul, comme vous le faites sous Excel, mais ici, on n'est pas sur une feuille Excel, on est potentiellement sur des données qui peuvent être de plusieurs milliers de colonnes et plusieurs millions de lignes, et je vais pouvoir, par exemple, concaténer les données, faire des jointures, ici, ou justement prendre une colonne et la séparer en sous-colonnes si jamais il y a un pattern dans cette colonne. Très facilement, je vais pouvoir faire ces opérations. Ici, je vais m'arrêter pour les besoins de la démonstration parce que le temps passe. Mais ici, vous avez sur la partie droite de l'écran les différentes opérations que j'ai réalisées, ce qui me permet éventuellement de les supprimer ou de les rejouer, mais surtout de les enregistrer, d'enregistrer ma chaîne de traitement et de pouvoir, en cliquant sur la petite flèche ici, de pouvoir exécuter l'opération. Et je peux exécuter l'opération là, maintenant, ou la planifier en rajoutant en anglais un schedule, donc c'est-à-dire une opération de planification. Là, je vais directement exécuter cette opération. Donc là, en tâche de fond, le moteur va tourner, faire mes opérations de transformation de données. On le laisse continuer. Et de cette manière, je vais pouvoir réaliser l'ensemble de mes opérations. Ça tourne en tâche de fond ici. Je le laisse tourner et j'aurai mes données. Je serai notifié une fois que le traitement sera opéré. Alors, une fois qu'on a préparé ces données, c'est bien. Maintenant, on va plutôt rentrer dans le détail de l'algorithme. Ce que je souhaite faire, c'est modéliser le départ de mes clients. Alors, comme je l'ai évoqué en introduction, il y a deux approches. Il y a l'approche où on va offrir aux data scientists des interfaces de programmation. C'est la logique des notebooks. Maintenant, si je n'ai pas envie de programmer ou si je ne souhaite, ou si vraiment je ne sais pas programmer, j'ai d'autres interfaces qui sont plus simples comme celle d'SPSS. Alors, on va regarder les deux interfaces parce qu'elles concernent tout le monde. Tout le monde, ou du moins de plus en plus d'entreprises, ont des profils data science qui souhaitent s'appuyer sur des langages open source. C'est ce qu'on leur met à disposition à l'aide d'interfaces de type notebook. Ici, j'ai un notebook qui est développé en Python. Je ne vais pas détailler toutes les lignes de code Python, mais on va regarder les grandes phases. Il y a une première phase où on va charger les données. Voilà, on a un aperçu des résultats. On a une seconde phase où on va préparer les données. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est une jointure SQL. Tout le monde connaît le SQL. Peut-être pas le fait qu'on peut exécuter ça en Spark. Donc, ici, la requête permet d'exécuter ça en Spark. Spark, c'est un framework d'exécution qui permet de tirer parti de plusieurs serveurs qui vont se parler entre eux et bien sûr de pouvoir travailler plutôt en mémoire. Et lorsqu'on fait de la data science, on n'aime pas être trop pénalisé par les temps de réponse si on manipule beaucoup d'informations. Et le service SaaS Spark qui est accessible offre beaucoup de confort dans les performances qui vont être obtenues. Voilà, donc là, je transforme mes données, je les explore, je peux faire des restitutions graphiques. Je vois que j'ai, par exemple, ici, si je croise la variable âge et le revenu en rouge, j'ai les personnes qui, sur la période d'analyse, effectivement, sont parties à la concurrence. Alors, je vois que j'ai peut-être un peu plus de rouge sur les populations jeunes à un revenu inférieur à la valeur moyenne. Donc, c'est peut-être une population à risque. Il y a peut-être autre chose, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, graphiquement, j'ai peut-être un premier constat. Et ensuite, je vais estimer un modèle prédictif et on s'est appuyé sur un algorithme assez connu en data science qui s'appelle les forêts aléatoires qui permettent de faire un modèle. Une fois que le modèle est fait, je le déploie dans la plateforme. Donc, on a une approche ici très programmation, forcément, puisqu'on s'appuie sur du Spark. Vous voyez sur la partie droite de l'écran, toujours l'approche programmation qu'offre l'interface, l'approche collaboration, pardon.
puisque là, je peux dire, eh bien, voici mon modèle, qu'en pensez-vous? Vous voyez que vous pouvez directement poster des messages et les personnes que vous avez invitées à collaborer sur votre dossier vont pouvoir répondre ou prendre connaissance de votre message. Donc, soit on utilise des interfaces graphiques qui permettent de coder, soit on va utiliser des interfaces graphiques beaucoup plus simples d'utilisation, telles que celle d'SPSS, qui est disponible sous la forme de flux. Un flux, c'est un enchaînement d'opérations, et ça se présente graphiquement, comme vous allez le voir ici, sous une logique de workflow. L'utilisateur, lorsqu'il utilise ce type d'interface, il ne va pas programmer en Python ou en R directement, il va s'appuyer sur une interface graphique développée par IBM, qui met à sa disposition des opérateurs pour, sur la partie gauche de l'écran, faire sa sélection sur les données, au niveau des lignes ou au niveau des colonnes. Voilà, il y a des opérateurs de manipulation, de préparation de données qui ont une couleur spécifique ici et une icône dédiée. S'il souhaite faire des graphiques, voilà, il a à sa disposition différentes fonctions. S'il veut utiliser des algorithmes de machine learning, il aura à sa disposition ici différents algorithmes. L'enchaînement de ces algorithmes ou de ces opérateurs va lui permettre, par exemple, de faire une jointure ici entre sa base client et sa base churn, à faire des graphiques et à faire des modèles prédictifs. Parmi les modèles prédictifs qui ont été utilisés, c'est par exemple ici un modèle basé sur les arbres de décision. Les arbres de décision, c'est assez intéressant comme approche. Pourquoi? Parce qu'il a l'avantage d'être très graphique. L'idée, c'est d'avoir un modèle basé sur un arbre où on va peut-être s'apercevoir qu'il y a un peu plus de population susceptible de churner. Par exemple, ici, sous ce segment, j'ai 54% de churneurs, alors que dans ce segment-là, j'en ai 84%. 84%, c'est vraiment un segment à risque. Eh bien, je vais pouvoir automatiquement détecter les caractéristiques de segments à risque et de les comparer avec les segments qui sont moins risqués. En tout cas, on a la génération automatique des règles qui permet de nous afficher effectivement le pourcentage de churn. On s'aperçoit qu'on a sur ce segment, par exemple, une forte probabilité de churn. On a un classement des variables les plus pertinentes. Qu'est-ce qui explique le plus le départ à la concurrence? En l'occurrence, c'est le nombre d'enfants, l'usage du service, le revenu du client, et dans une certaine mesure, un peu moins, l'âge et les autres variables qui s'affichent. Et on a également d'autres informations complémentaires qui s'affichent ici. De cette manière, à l'aide de SPSS, dans Data Science Experience ou dans Watson Studio, je vais pouvoir plus facilement faire mes modèles et ensuite, bien sûr, de les déployer. Je vais les déployer dans la plateforme. Pour terminer la partie illustration, une fois qu'on a déployé les modèles, ils s'affichent effectivement ici, dans l'interface modèle. Ici, j'ai tous les modèles que j'ai sauvegardés et tous les modèles que j'ai déployés. Là, je vais consulter un modèle que j'ai déployé auparavant. La dernière fois que j'ai estimé, c'était le 5 avril. Je vais pouvoir suivre la qualité de mon modèle au cours du temps ici. Voilà, il a correctement été déployé ici à 4h30. Et je peux ici regarder le déploiement de mon modèle. Ce modèle, je le consomme avec des web services. Le modèle a été déployé, il n'y a pas d'erreur. Et si je suis un développeur d'application, je peux cliquer dessus pour avoir un peu plus d'informations détaillées. Alors, on va avoir l'information un peu technique. Je peux, par exemple, si je souhaite ensuite intégrer cela dans du code Java, accéder directement à l'ensemble du code. Alors, ça peut paraître un peu infâme ici quand on regarde tout ça, mais en tout cas, pour le développeur d'application, il va pouvoir rapidement faire du copier-coller de ces lignes de code, l'intégrer dans son programme Java et consommer les résultats de son modèle directement. Le modèle il est déployé, on peut même le tester pour voir s'il est correctement déployé depuis cette interface. Une fois qu'on a déployé ces modèles, et je vais en terminer par une autre petite illustration, il est toujours intéressant de pouvoir communiquer un peu en interne. Il y a différentes façons de faire cela. Une des façons, c'est peut-être d'utiliser le composant dashboard, donc cette fonctionnalité de tableau de bord qui est disponible dans la plateforme de Data Science. Alors, c'est du tableau de bord, donc ce n'est pas l'utilisation de modèles. Ici, on ne va pas faire les statistiques, mais on va très facilement faire un modèle de rapport que l'on pourra ensuite consommer, qui montre, par exemple, l'utilisation d'informations prédictives au sein d'un tableau de bord. Et le tableau de bord, c'est toujours le même principe. L'idée, c'est de faire des choses qui vont être un peu complexes, mais de les faire de la manière la plus simple qui soit.
Et pour cela, j'ai une interface graphique où très facilement, je peux choisir mes données, 2, les objets que je vais utiliser pour visualiser mes données. Est-ce que je veux les mettre sur la forme d'un simple tableau, un peu comme sous Excel? Est-ce que je veux les mettre sur la forme d'un graphique ou d'éléments de type Carto? Est-ce que je veux utiliser dans mes graphiques, par exemple, des petites icônes ou des petits smileys? Alors, l'idée, c'est pas juste de mettre une icône, un smiley dans son tableau de bord, mais c'est d'avoir un smiley plus ou moins gros en fonction de l'importance de telle ou telle variable, par exemple. Voilà, donc on peut personnaliser et rajouter du texte, des images. L'idée, c'est de faire son application de tableau de bord, où ici, par exemple, j'ai par enseigne des informations sur le chiffre d'affaires, les bénéfices. Voilà, donc ici, un petit visuel de cette nature. Des choses plus classiques sur la forme ici d'histogramme. Ici, on a des données géocodées. Eh bien, on peut s'appuyer sur une représentation à base d'un fond de carte, parce que c'est toujours plus simple pour regarder des enseignes, par exemple physiques ici. Voilà, et donc j'ai des fonds de carte, je peux zoomer dessus. J'ai une précision qui est extrêmement fine, puisque je travaille au niveau des données latitude-longitude. Et j'ai par exemple, si je clique ici sur ce segment, voilà, j'ai sur la rue de Rivoli mon enseigne avec des informations qui s'affichent. Et si je clique sur d'autres enseignes, voilà, ici sur le boulevard des Italiens, je vais avoir le chiffre d'affaires, les bénéfices correspondant ici de mes données. Donc c'est une manière de créer son rapport. Ici je suis en mode création, je peux sauvegarder ce rapport et je peux le publier ensuite en générant un simple lien ici qui va m'aider à consommer le rapport et à pouvoir éventuellement le partager sur d'autres plateformes. Voilà en quelques mots la plateforme IBM Watson, que vous pouvez tester facilement. Vous rappelez la notion de catalogue, ça me permet de centraliser mes données, de donner une dimension un peu logique, un peu métier sur mes données. Une fois que mes données sont centralisées, je vais pouvoir créer des projets. Dans les projets, je vais pouvoir m'appuyer sur de l'open source, comme Python ou Ware. Tous les data scientists connaissent ces langages-là. Soit sur des interfaces plus simples d'utilisation, comme SPSS Modeler, comme on vient de voir. On aura tout ce qu'il faut dans la plateforme pour déployer les modèles. On a pour cela effectivement des services de déploiement. Nous avons également des services Watson qui sont disponibles. Les services Watson sont des services d'intelligence artificielle pour justement analyser le contenu d'une image, ce qui se dit dans un document, analyser des enregistrements, des conversations audio par exemple. Donc on parle de speech to text ou text to speech. On va pouvoir exploiter ces informations. Donc, on a l'intégration de services ici d'intelligence artificielle en complément des services que l'on vient de voir à l'instant. Merci Serge. Effectivement, cette offre donc est une plateforme collaborative qui va vous permettre donc de développer et de déployer vos modèles de machine learning. Donc, voilà, vous pouvez dorénavant poser vos questions. Avons-nous des questions? Bon, a priori, c'était très clair, Serge. Pour l'instant, pas de questions. Alors, juste deux petits points. On vous fera parvenir la présentation, son contenu, d'ici quelques instants. D'autre part, pour les prochaines actions, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Eliana. Concrètement, ça peut être un échange plus spécifique sur votre problématique éventuelle. Là, c'est un premier niveau de présentation de l'offre. On n'est pas forcément rentré en détail sur les différents use cases et les différentes problématiques que l'on peut adresser et les différents retours d'expérience. Nous sommes à votre disposition, et Eliana Lay et les équipes d'Intis également, et l'IBM aussi, pour échanger sur vos problématiques et définir ensemble un plan d'action pour aller peut-être dans les premières phases d'expérimentation pour mesurer l'apport du data science dans votre métier au quotidien. Merci à tous d'avoir participé à ce séminaire et je vous recontacterai très prochainement. Merci beaucoup, très bonne journée. Bonne journée, au revoir.